Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're gonna move you. So in the second half of this week's episode, we will be receiving Margie Gillis in studio to talk to us about The Light Between, her new show which is presented at the Place des Arts de Cinquième Salle this week. The interview will be in English, so for English speakers, stay tuned until then. Before that, we will be receiving Yann Jaworski and Luc Fleury from Bigico. It's the Biennale de Gigue Contemporaine, which is being presented at Tangente for a second week, and it's a very interesting approach to jig. The interview for this will be in French. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial qui va être en français et ensuite en anglais. Tout d'abord, on reçoit Luc Fleury et Yann Jaworski de Bigico, la Biennale de Gigue Contemporaine qui est présentée pendant 2 semaines consécutives à Tangente. Et ensuite, on va avoir Margie Gillis qui va représenter The Light Between à la Danse cette semaine. Donc, on commence tout d'abord l'épisode avec Yann Jaworski et Luc Fleury. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, merci, ça va très bien. Excellent. C'est super le fun de vous avoir en studio. C'est la première fois qu'on reçoit des artistes de la gigue à Dirty Feet. En fait, j'aimerais entendre un petit peu parler de vos parcours, ce qui vous a amené à la gigue contemporaine, individuellement. Donc, Luc, qu'est-ce qui t'a amené à la gigue au départ? Moi, j'ai un parcours qui vient du théâtre. J'ai eu une troupe de théâtre, le Théâtre Cafala. Puis, moi, j'ai écrit des pièces de théâtre. Alors, cette troupe-là a monté mes premières pièces de théâtre. Donc, j'ai présenté en 1997 au Studio Hydro-Québec du Monument national, Le Cœur des silences, où dans le cadre de ce projet-là, j'ai essayé de renouveler le jeu de l'acteur avec la gigue. Donc, j'avais enseigné de la gigue à mes acteurs et quand ils disaient le texte, la gigue devenait d'une certaine manière comme de la ponctuation à l'intérieur du texte. Puis aussi, j'avais placé quelques dialogues gigués qui constituaient de mini-chorégraphies. Puis Dina Davida est venue voir Le Cœur des silences en 97. Puis elle a vu comme un spectacle qui l'avait beaucoup interpellé. Donc elle nous a invité, le Théâtre Cafala, à présenter la pièce en 98 à Tangente. Et puis là, comme elle disait, j'ai vu des petites étincelles chorégraphiques. Alors elle m'a invité en 99 à faire un premier spectacle de nouvelle gigue, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Donc, c'est comme ça que la gigue est arrivée à Tangente. Et à partir de 99, j'ai fait plusieurs spectacles qui ont lancé le mouvement de la gigue contemporaine. Puis, moi, le mouvement de la gigue contemporaine est toujours conçu comme étant comme un mouvement pluriel. Donc, avec les années, j'ai permis à d'autres artistes de faire des chorégraphies, ce qui a mené à la fondation de la Biennale de gigue contemporaine, pour faire un événement plus médiatique, une meilleure diffusion, mais en même temps pour vraiment accentuer le fait qu'avec les années, il y a de plus en plus de chorégraphes qui peuvent former un bassin d'artistes qui apportent leur propre vision de ce que peut être la gigue contemporaine. Moi, je viens des ensembles folkloriques, en fait. Je viens de Drummondville. Je dansais dans Makina à Drummondville. Donc, vraiment un background très traditionnel. Mais j'ai toujours eu un intérêt marqué pour la danse contemporaine, tous les arts contemporains. Quand je suis arrivé à Montréal, il y a maintenant à peu près 12 ans, ça a été pour moi comme une évidence, en fait, de cet intérêt-là. C'est beaucoup plus démarqué. J'ai fait la connaissance de Luc par un heureux hasard, si on veut, avec les ensembles folkloriques. Luc travaillait déjà sur rendre la gigue contemporaine, un peu essayer de travailler sur la gigue contemporaine. Donc, il m'a invité à participer à une de ses créations. Puis, de fil en aiguille, j'ai démontré mon intérêt un peu de moi développer, de moi expérimenter ce que moi je pouvais apporter, ce que moi je pouvais dire à ça. Puis, voilà, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps que je participe avec Luc. Mais là, cette année, je présente ma 3e pièce
à la Biennale. Donc, c'est vraiment par un intérêt de l'art nouveau, un intérêt pour la tradition qui se perd un peu. La gigue, ça se perd pas mal. Puis, dans le fond, pourquoi on le perd quand on peut peut-être essayer de faire autre chose avec pour la garder vivante, puis la faire connaître, en fait. Ça, mais moi aussi, je viens des ensembles folkloriques. Moi, j'ai une troupe de folklore. Ma formation a commencé avec les Loups-Garous de 1982 à 1984. J'assume mon statut d'ancien et d'aîné dans le mouvement de la gigue contemporaine. Puis la gigue des Loups-Garous était tributaire de la troupe des Feux Follets, qui était l'ancienne troupe professionnelle avant les sortilèges dans les années 60. Donc moi, j'ai vraiment comme appris la vieille manière de giguer. Puis après, j'ai transféré aux éclusés de la Chine. Donc c'est sûr que s'il y a une technique de la gigue que l'on voit aujourd'hui, s'il y a des gigueux dans la vie artistique, dans la vie quotidienne, c'est parce que les ensembles de folklore. C'est vraiment les ensembles de folklore qui ont permis de procéder à la transmission de la gigue à des jeunes. Puis, ces jeunes-là qui ont été dans les troupes de folklore ont resté là assez longtemps. Puis là, ce qui fait qu'avec, par exemple, le mouvement de la gigue contemporaine, comme eux autres, ils ont peut-être eu l'impression d'avoir fait le tour du jardin dans un ensemble traditionnel, parce que ça respecte quand même un certain nombre de conventions par rapport au patrimoine québécois, ils ont eu comme une volonté de connaître autre chose, de développer autre chose. Donc, c'est sûr que de s'impliquer dans le mouvement de la gigue contemporaine, ça leur permet de faire avancer. Parce que pour moi, la présence de la Biennale de gigue contemporaine, c'est vraiment dans une optique de gigue d'art, comme le théâtre d'art. On est là pour faire avancer la pratique de la gigue contemporaine. On est là comme pour pousser la gigue dans des nouveaux territoires inconnus, puis que ça permette à la gigue, en tant que pratique contemporaine artistique, d'évoluer. Fait ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que l'idée de contemporanéisation de la gigue, ça se voit dans quelle façon dans votre travail, dans ce que vous créez exactement? Moi, c'est sûr que dans mon propre travail, j'ai une utopie de ce que j'appelle des partitions gestuelles giguées, qui a toujours été mon dada. C'est-à-dire que pour moi, l'avancement de la gigue contemporaine est dans l'implication du haut du corps. Parce que traditionnellement, quand, par exemple, je donne juste l'image pour les gens, là. Par exemple, quand on voit Riverdance, où là, on voit 50 danseurs qui font juste bouger les jambes, les talons pour constituer une série de pas, ça, c'est de la gigue. Je veux dire, par rapport à Riverdance, là, juste pour préciser que les gens pensent que Riverdance, c'est la gigue traditionnelle irlandaise, ce n'est pas vrai. Riverdance est tributaire d'une réforme qui a été faite dans les années 50 et 60 des gens du folklore irlandais, parce qu'ils trouvaient que c'est en train de se perdre, et ils ont tout réinventé le style qui donne aujourd'hui Riverdance. Donc c'est comme, d'une certaine manière, eux autres aussi, ils ont procédé à une contemporanéisation, une modernisation. Mais moi, j'ai voulu, comme dans mon propre travail, impliquer le haut du corps, ça veut dire de toujours giguer, de toujours bouger le haut du corps en même temps, pour arriver comme à une implication totale. Mais c'est sûr que quand tu parles de comment est-ce qu'on peut contemporanéiser ça? Moi, je pense que c'est dans la multidisciplinarité, puis c'est aussi comme essayer d'aller chercher les forces vives de la gigue, comme par exemple, on peut la faire a cappella sans musique, on la sort de son contexte musical traditionnel, ça veut dire que l'on peut la plonger dans du woodbeat, dans du lounge, dans l'électro, sur de la musique pop, de la musique classique, c'est possible. L'implication du haut du corps, l'implication spatiale, je vais lancer la balle à Yann, parce que lui, il a comme une recherche spatiale aussi à travers son travail. Moi, j'essaie d'utiliser la gigue, pas nécessairement au niveau de la gigue avec les pieds comme on la connaît, mais de la développer vraiment dans tout le corps puis dans toute sa gestuelle. Donc, moi, en tant que danseur, je pense être un très bon gigueur. Donc, on peut me demander à peu près n'importe quoi, puis je vais être capable de le faire. Mais en tant que créateur, c'est très difficile pour moi d'aller comme créer des pas super complexes et tout. Donc, c'est pour ça que je l'utilise de façon différente, en impliquant beaucoup les bras qui viennent percuter le corps, mais en restant dans des rythmiques, et de l'utiliser dans l'espace pour vraiment prendre la place et vraiment créer un mouvement avec. Et je sais pas, pour moi, c'est comme plus facile de créer comme ça, de vraiment utiliser toutes les possibilités, donc les jambes, le sol, les bras, le haut du corps, la tête, vraiment d'aller créer de la rythmique avec tout ça en utilisant
tout ce qu'on peut, tous le lieu, l'espace. Je travaille beaucoup aussi avec la lumière aussi pour aller comme essayer de supporter tout ça pour vraiment en faire un tableau le plus complet possible et je pense réussir, mais bon, c'est au public et aux critiques de juger. C'est sûr que dans le travail de Yann, il y a l'esprit de la performance, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment comme essayer comme de faire vibrer le public, de provoquer le public pour leur faire vivre une expérience artistique véritablement. Puis je pense aussi, comme par exemple dans la deuxième semaine, il y a Philippe Meunier qui intègre la vidéo dans son travail. Dans le travail de Sandrine, il va vraiment avoir un travail de gigue en clair-obscur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des lumières portatives qui vont être mises sur les danseuses. Donc ça va permettre de vraiment voir la différence entre quand on entend la gigue, quand on l'entend pas. Dans la chorégraphie d'Yael et Noémie Azoulay, il y a une intégration des cordes. Ça veut dire là, comme les corps sont restreints, comment est-ce qu'on peut giguer avec ça. Donc moi, je pense que on est devant une foule de possibilités qu'on réussira peut-être jamais à tout exploiter. Parce que notre talent, c'est de giguer. Ça, c'est notre job. Ben là, nous, on essaie de l'implanter partout où ce que ça nous tente, dans l'expérimentation. Et pourquoi vous faites ça aux 2 ans? Pourquoi pas à chaque année? Est-ce qu'il y a de la logistique? Est-ce que vous croyez qu'il n'y aurait pas de public à chaque année, pardon? Mais non, mais on serait mort. Non, mais c'est mieux de faire ça aux 2 ans parce que, premièrement, juste dans l'appellation de l'événement, j'aurais pu appeler ça un festival, mais moi, j'ai volontairement décidé, tantôt, vous parliez Bigico, mais Bigico, c'est l'acronyme. Quand j'ai créé l'événement, j'ai même pensé à l'acronyme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait définir l'événement de manière succincte puis de manière longue. Donc là, quand j'ai commencé à penser à créer l'événement, je voulais pas festival, ça me tentait pas. Puis moi, c'est vraiment comme dans l'esprit, on est là pour faire l'expérimentation de la recherche. Puis moi, j'ai une formation en histoire de l'art, j'ai un bac à l'Université du Québec à Montréal. Puis moi, j'ai toujours été fasciné, par exemple, par les impressionnistes au 19e siècle qui ont fait un mouvement de peinture, mais c'est différents artistes qui constituent le mouvement de peinture, chacun à sa voix. Donc, c'est le même esprit dans la Biennale de la Gigue contemporaine, dans le mouvement de la Gigue contemporaine. Puis, par exemple, la Biennale de Venise qui existe, qui donne un panorama à toutes les 2 années de la peinture, de la sculpture, de l'installation. Mais c'est comme un panorama artistique d'une pratique contemporaine. Mais je voulais, en utilisant le terme biennale, offrir cette plateforme-là aussi, cette vision-là de panorama. Puis évidemment, je suis parti à Rire Tanta toutes les années, c'est parce que faut se donner le temps de rechercher. Les recherches que l'on fait, c'est comme on est en train d'inventer le langage de la Gigue contemporaine, on est encore en gestation. Faut prendre le temps en répétition, faut prendre le temps de vivre aussi, faut prendre le temps de former les danseurs, de se former soi-même en tant que chorégraphe, parce qu'un des mandats de la Biennale, c'est de développer le talent chorégraphique, mais ça se fait pas une seule fois. Ça prend du temps de faire ça, comme par exemple, là, Yann, c'est sa 3e œuvre chorégraphique, mais il a fait sa première en 2009. Mais pour qu'il soit rendu ce qu'il est aujourd'hui, il faut qu'il y ait une 2e chance, une 3e chance. Moi, j'essaie tout le temps de suivre un précepte de Bernard-Marie Coltès, qui est un auteur de théâtre que j'adore, qui précise dans ses écrits comment voulez-vous qu'un artiste de théâtre, un auteur, puisse s'améliorer si on le joue pas une 2e, si on le joue pas une 3e fois. Donc, pour moi, j'ai appliqué ça dans le mouvement de la Gigue contemporaine. Quand tu arrives à la Biennale, si tu fais une première œuvre, mais tu auras la chance d'en avoir une 2e, puis peut-être une 3e. Parce que c'est comme ça qu'on peut dire, j'ai fait ça à la première, puis la moitié de ce que j'ai fait, j'aime plus ça. Mais ça, j'ai aimé ça. Puis là, je repars cette base-là. Pour arriver à une maturité chorégraphique dans le mouvement de la Gigue contemporaine, il faut faire ce travail-là de développement. Et Yann en est le parfait exemple. Il a fait une première chorégraphie, il a fait des affaires. Dans sa 2e, ça s'est précisé. Puis là, à sa 3e, ce qu'il va présenter, il a mis les éléments ensemble qui le fascinent, qui sont à l'intérieur de lui. Puis il a trouvé une manière de l'incarner sur scène dans tout ce qui l'anime. Et là, on arrive à une maturité chorégraphique dans son travail. Parce que la plupart d'entre nous, la plupart des chorégraphes, des danseurs à la Biennale, c'est sûr que c'est pas évident de vivre de la gigue, là. Donc, on fait tous autre chose dans nos vies. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans qui ont des études en danse. Donc, moi, je prends exemple sur moi, mon bac en danse, je l'ai fait dans des salles de spectacle. Je l'ai fait en assistant à des shows, en allant voir, puis en essayant de voir comment je pourrais, avec ma forme, comment je pourrais faire autre chose. Vous allez recevoir Margie Gillis plus tard.
Allô, Margie. Et puis, pour moi, ça a été super formateur d'être là parce que un de mes travaux que j'avais à faire, c'était de faire de l'archivage. Donc, j'ai eu accès à tout ce matériel-là qui me touchait, mais complètement. Ça a beaucoup teinté ma deuxième pièce, qui était beaucoup plus dans la performance, dans l'interprétation. Puis là, voir comment je pouvais m'inspirer de quelqu'un comme ça, avec ce bagage-là, pour arriver à intégrer ce que moi j'avais à dire, ce que moi je pouvais faire avec ma forme. Le 2 ans, il est utile pour ça, pour que tout le monde, comme Luc disait, on est encore en développement, tout le monde est en recherche. Fait que le 2 ans, il sert vraiment à ça. On prend à peu près 1 an et demi à rechercher, à essayer. Puis après ça, on prend le dernier stretch pour là vraiment mettre ça ensemble puis essayer de créer quelque chose de nouveau. Chacun des chorégraphes qui présentent depuis plusieurs biennales toujours fait ou pratiquement à chacune des biennales quelque chose d'extrêmement différent à cause de cette recherche-là. Mais là, ça commence à... Là, tout le monde commence à trouver un peu sa forme, dans quoi il a envie de travailler. Fait que là, ça commence à prendre du sens. Peut-être qu'on verra bientôt des chorégraphes sortir de la biennale pour présenter ailleurs. Mais la biennale nous permet, à nous comme créateurs, de vraiment prendre le temps de voir puis de vraiment avoir un portrait de tout ce qui se fait puis un portrait de qu'est-ce qu'on veut faire puis où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Je pense qu'aussi, depuis la 4e biennale de Gigue contemporaine, on est à la 5e, il y a eu un processus d'appropriation du langage. C'est-à-dire que, au lieu qu'on soit juste dans l'optique repoussons les limites de la gigue, maintenant les chorégraphes passent par moi. Qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, comment je perçois la société d'aujourd'hui? Comment, moi, en tant que gigueur, je m'investis dans la ville ici à Montréal? Comment je vois la vie? Comment je vois la réalité? Donc, il y a une grande personnalisation maintenant qui s'incruste dans le processus chorégraphique. Donc, il y a comme, oui, je repousse les limites de la gigue, mais moi, en tant que créateur, j'ai une perception du monde qui m'entoure. Puis je pense que c'est ça qui, depuis 2 ans, vraiment cristallise davantage le mouvement de la gigue contemporaine, puis qui apporte une maturité dans les propositions chorégraphiques. Est-ce que vous sentez des fois tiraillé entre la tradition, la modernité? Comment est-ce que vous jonglez en fait avec ça? Un art qui est traditionnel, qui est représentatif de nos racines d'une certaine façon, et le moderniser et trouver justement ces nouvelles avenues-là possibles pour la création? Ben moi, j'ai pas de problème proprement dit, parce que moi, je fais encore du traditionnel. Moi, ça fait 28 ans que je danse dans les éclusées de la Chine. Donc, chaque lundi soir, je fais du folklore traditionnel québécois. Puis, je fais un processus aussi de modernisation puis de contemporanéisation. Mais c'est sûr que, tu sais, on a beaucoup de détracteurs avec les puristes, là. Tu sais, il y a certains puristes qui vont venir puis qui comprennent pas, c'est pas possible de faire ça. Ça peut quasiment être une honte pour eux qu'on fasse ça, mais pour moi, j'ai pas de problème parce que j'ai 31 ans, je fais de la gigue, je l'ai souvent caché à tout le monde quand j'étais jeune, puis maintenant, ben, la gigue, ça me fait vivre. Je travaille pour une compagnie de danse, on fait de la gigue, je suis chorégraphe en gigue contemporaine. C'est comme ça que j'ai envie de le travailler, j'ai pas envie de le travailler de façon traditionnelle. Pour moi, j'ai vraiment aucun problème à moderniser tout ça. Ça serait comme un peu cracher sur ce que je fais quotidiennement, tu sais. C'est sûr qu'il y a comme une dévotion là-dedans. On est conscient que la gigue, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, de plus fashion. Je veux dire, dans les journaux, on parle quasiment pas de nous autres. Je veux dire, la gigue, il y a encore beaucoup de préjugés, de clichés historiques avec la Révolution tranquille, la maudite émission Soirée canadienne qui a comme vraiment figé une vision passéiste de la gigue. Moi, je pense qu'avec le processus de gigue contemporaine, il y a grand respect aussi par rapport à l'existence de la gigue traditionnelle, parce que, par exemple, si la gigue a pu traverser les décennies, les siècles pour se rendre jusqu'à nous, c'est parce que, par exemple, il y avait des gigueux qui se promenaient de village en village, il y avait des fêtes où les gens pouvaient partager des pots de gigue, tout ça. Donc, il y avait comme un esprit communautaire et fraternel. Puis, dans le mouvement de la gigue contemporaine, bien qu'on soit dans un processus d'avancement,
il y a quand même cette filiation-là traditionnelle, c'est-à-dire que s'il existe un mouvement de jig contemporaine avec plusieurs chorégraphes, c'est parce que c'est une communauté, ça demeure communautaire, ça demeure un partage, puis les gens le ressentent quand on est en représentation, parce qu'il y a des gens qui nous disent, on sent tellement le lien entre vous, chaque danseur, vous êtes tellement généreux quand vous dansez sur la scène. Ben parce que nous, c'est un privilège, par exemple, là, qu'on soit programmé par Tangente, c'est un privilège. Puis pour nous autres, c'est un cadeau d'avoir l'occasion d'avoir ce droit de parole-là, ce droit d'exister sur une scène. Puis je pense que c'est important qu'on prenne conscience de ça. Puis si la gigue, on veut qu'elle continue à perdurer, ben il faut qu'on se l'approprie. Ça, c'est important. En fait, je trouve ça intéressant que tu parles de communauté parce que Bigico, oui, on connaît ça sous le nom, sous la Biennale de gigue contemporaine, mais ça devient de plus en plus. Vous commencez à prendre des initiatives qui sont hors du contexte, du cadre de la Biennale en tant que telle. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce qui s'en vient pour Bigico? Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on est en train de faire des liens avec d'autres instances du milieu de la danse contemporaine. On commence comme à vouloir s'impliquer davantage. Je dirais que le processus le plus intéressant qui se déroule depuis les 2 dernières années, c'est effectivement ce que Yann a introduit tantôt. Il y a plusieurs chorégraphies maintenant qui sont présentées hors Biennale de gigue contemporaine, comme par exemple la semaine passée, c'était Maïwenn Desbois qui présentait sa 3e chorégraphie et elle va être reprise au Festival Vue sur la Relève le 18 avril prochain avec Isabelle Boulanger, qui avait été programmée à Tangente l'automne passé. Un peu de temps avant la présentation de la Biennale, Yann a été programmé lors de la Nuit Blanche, a présenté sa 2e chorégraphie. Yael Azoulay, l'année passée, elle a présenté au Festival des théâtres de rue de la Chine, une pièce qu'elle avait créée à la Biennale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme une certaine reconnaissance, on acquiert une crédibilité dans le cadre chorégraphique, dans le cadre de présentation des chorégraphies. Mais je pense aussi qu'il y a une prise en main des chorégraphes. Eux autres, même les chorégraphes, ils ont plus de confiance en eux pour se dire, oui, la Biennale, c'est là que je lance ma chorégraphie, mais moi, je peux lui donner une 2e puis une 3e vie. Donc, je peux faire des demandes de subventions, je peux faire des demandes de dossiers, des appels de projets, je peux proposer mes projets à d'autres instances du milieu de la danse. Donc, puis aussi, il y a des gens, comme par exemple, c'est la Place des Arts qui est venue chercher Yann, c'est-à-dire qu'il y a une représentante qui gère la programmation de l'espace Georges Lapalme, elle est venue à la Biennale, elle a vu Yann, elle a adoré son travail, puis elle l'a invité. Donc, ça correspond vraiment à l'idée première de la Biennale, c'est une plateforme de diffusion de la gigue contemporaine. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu, on a déjà commencé la première moitié de la Biennale de gigue contemporaine. Ça a été présenté la fin de semaine dernière. Il y a la 2e moitié qui s'en vient en fin de semaine. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de à quoi s'attendre pour ce spectacle-là, les heures? Oui, tout à fait. Je vous en parlerai pas, j'ai juste vu ma pièce, fait que je vais laisser Dick parler. Évidemment, j'ai tout vu. Bon, c'est sûr que la 2e semaine de la Biennale est particulière parce qu'elle a un caractère plus multidisciplinaire que la première. Il y a la première chorégraphie. La 2e semaine est intéressante parce que elle respecte vraiment un des dadas que j'ai aussi, c'est-à-dire de toujours privilégier la présentation de premières œuvres chorégraphiques par rapport à d'autres artistes qui présentent leur 2e, le 3e. Parce que dans cet esprit-là, j'ai toujours le concept de la relève. C'est-à-dire, moi, j'avance en âge, mais si je veux que la gigue contemporaine traverse les années, faut qu'il y ait des gens de différentes générations. Donc, j'essaie toujours de m'arranger pour qu'il y ait toujours des jeunes de 20, 22, 25 qui puissent faire des chorégraphies pendant ceux qui avancent en âge poursuivent dans leur processus. Donc, dans la 2e semaine, Sandrine Mattel-Laferrière, sa première œuvre chorégraphique, elle essaie de faire une jonction entre la gigue et puis les arts visuels. Donc, comme j'expliquais tantôt, c'est une gigue en clair-obscur. Il va y avoir des lumières portatives. Ça veut dire des moments où on verra moins de choses, on va voir plus de choses. Ensuite, la 2e chorégraphie, c'est Mélodie Clermont. C'est sa première œuvre en gigue contemporaine aussi. Puis elle va vraiment comme apporter un travail sur la musicalité de la gigue, sur la texture, sur le volume. Comment est-ce qu'on peut l'incarner de manière comme plus sobre, la gigue sur scène. Ensuite, la 3e œuvre, c'est celle de Yael et Noémie Azoulay, qui sont des sœurs dans la vie. Elles ont décidé de faire une chorégraphie commune. Et puis là, elles ont amené un accessoire. Ça veut dire que là, elles sont restreintes par des cordes. Comment est-ce qu'on peut giguer avec des cordes? Comment est-ce qu'on peut se défaire? Puis elles vont amener aussi un travail de danse de rue dans l'incarnation qu'elles vont apporter dans la gigue, surtout vers la fin, qui apporte comme une genre de groove puis de fluidité dans l'expressivité de la gigue, qui se fait pas du tout en gigue traditionnelle. Ensuite, il y aura Yann, il y aura Philippe Meunier
qui va présenter sa troisième chorégraphie, qui lui fait une intégration de la vidéo dans son œuvre. Et puis il y a Yann qui va terminer le spectacle en présentant sa performance. Tu peux peut-être dire quelques mots intéressants, Yann? Ben oui, sûrement. Là. Moi, je m'inspire beaucoup de la musique pop. J'ai comme un petit côté kitsch, là, musique pop. J'aime bien ça. Tu sais, du gros rock, là, avec des grosses guitares, là. Fait que j'utilise des morceaux qui sont assez contradictoires. Une pièce un peu guitare asiatique, super smooth. Après ça, on va dans quelque chose de pas mal plus rock avec du Hammond Tobin, puis un gros show de lumière, puis tu sais, on trash, puis tout, tu sais. Puis après ça, ben j'enchaîne dans une section où là, on est vraiment dans le mouvement, où je me suis très, très, très librement inspiré de chorégraphes. Par exemple, j'aime beaucoup le travail de Pina Bausch pour ces sections dansées de groupe où les mouvements sont hyper simples, mais que le fait d'être plusieurs danseurs, ça amène tout un impact du fait qu'il y ait plusieurs personnes. Donc, je m'inspire de ça beaucoup pour le côté simple, mais visuellement efficace. Puis, il y a aussi Ofesh Schechter qui m'a aussi... tu sais, j'ai tout le temps été comme... quelqu'un qui tripe sur la grosse musique, là, tu sais, ben fort. Political Mother, t'as aimé Puis ça? je suis allé voir à Théâtre Maisonneuve, Political Mother, et puis ça a commencé, je me suis mis à pleurer tellement j'étais ému, puis je voyais ça, puis qui s'est beaucoup inspiré, lui aussi, du folklore israélien, du folklore hébreu. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, aïe, c'est exactement le travail qu'on fait, d'amener quelque chose de traditionnel, puis de le rendre hyper contemporain, mais dans un contexte qui est pas du tout traditionnel, tu sais, avec les échafauds, le drumline, les guitares électriques, le chanteur de death metal. Moi, ça m'a fait complètement capoter ce show-là. Fait que ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné une liberté, en fait. Ça m'a vraiment donné une liberté de me dire, OK, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on le fait bien, je pense que je le fais bien, tant qu'on le fait bien, on peut faire ce qu'on veut. Puis, il y a Margie qui me disait aussi, il y a quelques années, c'est pas vrai que tout a été fait. Tu sais, on peut toujours trouver des nouvelles façons, toujours faire différent, toujours... Là, comment prendre la gigue puis en faire quelque chose de complètement différent. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a... Bon, c'est sûr, on a une salle merveilleuse aussi avec une architecture. Je suis quelqu'un qui est super actif. Fait que là, tout ça m'a comme vraiment, vraiment inspiré. Je pense aussi, ce qui est intéressant dans le travail chorégraphique de Yann, c'est qu'il y a comme un souci d'utiliser les conventions de la représentation pour incarner le mal de vivre qu'on voit dans notre société. Donc, je pense que il aime travailler le malaise sur la scène, juste le malaise dans l'évocation des thèmes, l'évocation de l'atmosphère qu'il veut dégager sur la scène, mais un malaise qui se transporte, qui se transfère jusqu'au public, c'est-à-dire que dans le cadre de cette représentation-là, oui, vous le ressentez, mais vous le ressentez vraiment là, live, au présent. Ça, je pense que c'était comme une grande qualité du travail de Yann. Parce qu'il y a toujours J'aime ça comme spectateur, être impliqué dans un show. J'aime ça être comme spectateur, avoir mal au cœur, pleurer, vouloir me boucher les oreilles parce que c'est trop fort, puis là, je suis pas confortable, puis là, finalement, je sors de là, puis j'ai vécu une expérience, tu sais. Et puis c'est ça que j'essaie de faire un peu, mettre des fois de la musique super violente, mais vraiment forte pour que quelqu'un assis dans la salle fasse comme « Je peux-tu sortir? Non, je peux pas sortir, je t'ai en plein centre, je peux pas m'en aller, mais je veux juste partir d'ici, tu sais. » Comme vraiment, comme faire vivre des choses, mais aussi moi, vivre quelque chose pendant que je le fais. Parce que pour moi, c'est super important comme danseur, comme interprète, de vivre de quoi, de vivre un moment et non pas d'être super robotique à exécuter des séquences ou des mouvements ou des... Ça va être à partir de ce jeudi jusqu'à dimanche. Jeudi jusqu'à samedi. Non, pas dimanche. Dimanche, c'est Pâques, on fête en famille. On a pensé à ça, donc, la vie Chico. Une représentation, la première jeudi, 17h30, 19h30, pardon. Vendredi, même heure. Samedi, 2 représentations, 16h, 19h30. Voilà. Donc, c'est ramassé sur 3 jours. Parfait. Donc, c'est au Monument National, la salle Hydro-Québec. Exact.
sur Saint-Laurent entre René Lévesque et Sainte-Catherine. C'est important de dire qu'on a le soutien indéfectible de Tangente, qui est un laboratoire de mouvement contemporain qui fait partie, qui est essentiel à l'architecture du monde de la danse ici à Montréal. Ben, Yann, Luc, merci énormément d'être venu nous parler de plaisir. Bisco. On a très hâte de voir ça. Je vais aller giguer, là, je m'en vais en studio. Joining us in studio this week to discuss with Margie Gillis is a very special guest, Katie Bélanger, who was a host on Movement Museum with Allison back in the day and has now graciously accepted our invitation to come to talk with us to Margie Gillis. Katie? I'm so excited to be here. I'm a dancer and choreographer based here in Montreal. I'm very excited to be back doing this new podcast format. So thanks. Joining us in studio is Margie Gillis. She is a very well-known dancer and choreographer in Canada. She has been creating for many years and many, many interesting solos. And actually, I'm just going to ask her to tell us a bit more about her parkour, where she's been coming from. Hi, Margie. How are you today? Hi. I'm good. I'm really, really good. So I came from kind of nowhere. I started dancing when I was 3 years old, and I just danced. It's something I did just for my life. I didn't think I would become a dancer. I didn't have the right. I had no money for classes. I was pigeon-toed. I was short, and I was probably at that time also too fat. And I was pretty crazy. So I was really voted most likely never to succeed at anything, but I had a very big passion for dance. And I started to create dances around certain ideas I had, thinking it would be a failure. And it wasn't. So I began doing these solo works, and it touched people very deeply. And I started getting gigs and touring the world. And now I've been a soloist for 40 years, which is unheard of. Internationally. This piece I'm doing at Place des Arts has got two other dancers with me, so it's not officially a solo. But 40 years of career. And when I first started, of course, as a soloist, they say, oh, well, we can't book you because really soloists only last 2 years. Okay, now you've been in the business 5 years, but obviously you're going to burn trash and burn in a year, 10 years, 15, 20, 30, 40, and now 40. So, I've always been other, and I've always spoken to the collective, and my work is human-based. I'm interested in what makes us work as humans, both spiritually, physically. The whole cinema of who we are is really engaging to me. And I think particularly at this time of immense transition in the world, it's very important to realize the new paradigms and the new metaphors that are coming up inside of art and inside of people's minds, this sort of unrest, where should I be, how can I position the old guard really hanging on with some very nasty bits. So how do we move into these new paradigms? How do we see and envision new futures for ourselves and for our society? And of course, being a Quebecer, it's a wonderful place to be when you're engaged in that kind of curiosity and that kind of activity. So I choreograph, I dance, solo and group works, I teach, I lecture. I have a book coming out by the American Bar Association in a few months on the work that I've done with conflict resolution people around the world.
I'm in the book. I did not write the whole book by any stretch of the imagination, but it's on the work that I did with people who do conflict resolution, and I've been working with lawyers and different people around experiential wisdom and the need for interconnectedness and understanding that interconnectedness, and how do we get on with new ideas and forms of creation and stuff. Certainly what Ian was talking about in the earlier interview today, that I loved hearing part of. Ian Jaworski is a phenomenal performer. And we see it worldwide that a lot of the traditional things like jig are being brought out and re-infused. So you have katakali dancing that's redone in a new context. You have flamenco dances that are being redone in new contexts. And certainly jig from Quebec is such a beautiful, beautiful form, and it's going to be just astonishing. And Ian is just lifting it up and blowing it up and taking it right out. And he is a mind-boggling performer. I mean, when art is really good, it transcends all barriers, and he can do that. He's the good goods. And you've mentioned that your work is very human-based, and it's true. Like, I remember reading about your work, and one of the really important terms that struck me was the idea of compassion. Yes. And I feel that compassion is not something we hear much about in dance. I don't know if it's just me, but like it's not a word that I see often associated or used by choreographers to talk about their works. And how does this notion of compassion come about for you when you create? Like, how do you approach compassion actually in your creative process? Oh gosh, I was asked to take one of those artist tests, whatever they're called, where you write answers to stuff. And one of the things I was in, one of the questions, the two of the questions are, what qualities do you admire most in women? What qualities do you admire most in men? And for me, the answer was the same, and it's intelligent compassion. I admire that. I think the world is really rough and hard, and there's a lot of lying, and there's a lot of it's really hard to sort of get on any kind of solid footing. But we are empathetic creatures. Certainly, you find that through dance, communicating and connecting with the audience. I'm very interested in compassion, and I'm very interested in the transformative moment. So how do people become unstuck? Where does their sorrow become their wisdom? How do they unglue themselves from fear or from reinforcing the same negative story again and again and again until their neural system is hardwired to fail or to be aggressive or to be in these terrible situations? We know a lot of people can go through horrible things in life and yet come out with a compassion. It seems to be that one quality that separates. Other people just end up fighting and end up bowing down to what the hardships of life. But the people that come through and move the whole storyline forward seems to be, to me, those who have compassion. And compassion also means that if you're in a dialogue with somebody and they're not getting it in the moment, you leave it with them. You don't fight them about it. It's leave them with it. Let them have a chance to absorb it and come to their own wisdoms. So that's there's part of that that's really important to me. Although I love the immediacy of touching another life and moving it through transformation into possibility. It sounds so pure and so simple, but it can be. It just can be with dance. It's a hard thing sometimes to describe, but the essential of who we are, the magic of who we are, the remembering of that is so compelling. I think particularly with the governments that we have at times we're hearing, oh, nobody likes the arts and nobody cares about the arts. And that's just ridiculous. It's like nobody likes air. It's absolutely absurd. Take out all the music that you hear. Remove all the paintings and the photographs. Remove the color from everything. Remove the architecture from houses. Remove the fashion from clothing. Remove the theater from how we express ourselves, and all form of storytelling. And we become nothing. We are art. We are how we express ourselves, what we see, what we engage in, and that's why I love the French. One of the reasons I love the French language so much, because you've got l'art de vie, l'art de sport, l'art de... Art is essential. There's an understanding in Quebec culture that art is essential, which I don't think that there is in the rest of Canada, which is really big time sad.
So this notion that people don't care about art is like, they don't care about art, they don't care about air, they don't care about water, they don't care about land. So we're really pretty much denying all the things that are essential to us, and that gets pretty darn sad. But when we engage in compassion, when we engage in things that help us face our sorrows, so as Ian said, it could be really facing the rage, and then moving through it. You can release through it. Honesty is usually just such a relief. It's just, oh yes, no matter how bad, no matter how good, no matter how what, it's just such a relief to have that in your soul. Like, that's what are we basing our going forward on, or our being alive on? And doing that with compassion seems to be most helpful. And I love it. And I'm very curious, and I love performing for people, and I love the emotional levels of being as well, and how that can lead us to understandings of where we can go. But the getting stuck, that is a death, and being small-minded. Frank Zappa said the mind is a parachute, and it doesn't work well when it's not open. I think every scientist would agree. So the empathetic being is very important to me. I want to switch gears for a moment and talk directly about your dancing and about your performing on stage. I wonder, being a person who is in touch and is constantly seeking to be in touch with other people and their humanity, and also having, performed, I'm sure, thousands and thousands of times now, all over the place. What is the moment of performance like for you? I remember I saw you leap out on stage during Embody, and I was not the only one in the audience who burst into tears. Yeah, I have a habit of making people and so there's this powerful moment of transition between backstage when, you're a person who's a choreographer, and then on stage when you are the performer. And what is that moment like for you to come out on stage in front of us and show? It's very vulnerable, and I think that's why most people don't want to do it, because it's vulnerable, and you have to show all your nasty bits. You have to be willing to go out and not hide what you don't like about you. You have to be able to unveil yourself in that moment, in that ritual. I would describe it as having all of your molecules separate. It's just like you become sort of just so open and alive, much like the first time you're about to kiss somebody that you've been attracted to for a very long time. Everything tingles, everything is alive, everything is so engaged in sensuality and heightened experience. All of your antenna is attuned to the reciprocalness of the audience and the stage and the music and the other people you're with or not with. But I do a lot of partnering with my audience. I like doing that. So yeah, you just fall into the mystery. And when people describe the peak moments of artistry on stage, they describe it as often as, I didn't know what was going on. I didn't know what was happening. All I knew was that it was happening. And that is the light between. That is that interface moment. That's the moment where we become unstuck, where scar tissue suddenly has circulation in it, where ideas suddenly, you've been pursuing a subject so hard you're becoming myopic. It suddenly opens up into abstraction and curiosity, and the new metaphor rises, and you actually get your scientific discovery. Yeah. Also, they just revealed or put out a study in the States which reveals what many of us performers have known for a long time, that if you are in the audience and you are connected to the performer, you're having the same neuromuscular response as them. So even though your body is not going the full engagement, so if you think of putting your hand in a fist and imagining it open, you'll still get the same sensation of it opening, and your body will then flow into the
desire to extend open. So, when Brenda Freshnikov's on stage, we all do in Triple Tour en l'air. So it's really nice, especially if you think of the people that need that or in wheelchairs, and yet they too are stimulated. So we get that. We need that from each other, that being in presence. And it does prove that we are empathetic creatures. And I love that. I love that place for us and that possibility for us. So I'm back engaged with another work, and we open tomorrow and last rehearsal today, and we did a pre-run. We did an open in Vancouver, and it went well, and we'll see how it goes here. It's a very intimate, we're doing it at 5e Salle, so it's a very, very intimate setting. People have been asking me to do the more intimate, more intimate, but indeed we are. And it's being in a theater. It's very different than watching on film. On film, the point of view is decided by the camera, that triangle of lens. With human eye, you have two eyes, so there's two lenses, and you can go from myopic to you can see a seashell on a beach and then see the whole beach and sky, and then back to the shell and then back to the beach. So the human eye is very dexterous at drawing attention and having the attention being drawn. And there's a neuromuscular action that happens when your own eye goes from expansion to individuation that stimulates the brain and stimulates the neuromuscular system. And I love playing with that as well. I love playing with time also, so that something that seems really long happens in a very short amount of time. It was really only a minute, or something that did take a long time seemed like it went very, very fast. So either making the time unit very zen and sparse, or making it extremely dense with intensity. So I'm dyslexic. I don't count. I don't know my right from my left. I don't bother with those things. I never have. I've never been very good at it. When I did take class in New York, I would go in and the teacher would go, and you're 1 and you're 2 and you're 3 and you're 4. And I took class for her for 4 years before I had the guts to say, why do you count? Do you just like Sesame Street? No, there's a shape on the number. And I just have many more things that I'm interested in engaging with on stage, or not engaging with in listening, that putting oneself in a kind of a third person place, which I know all of us know how to do. It's just I practice it on a daily basis. In rehearsal, I think that there are so many of us who are dancers who've seen you perform, who want to know, like, so if you don't count, like, what is rehearsal like for you? Today, your final rehearsal, you'll go in and run the work top to bottom, and then notes like everyone else? Pretty much. Or just sharing, I would say. No, we call it notes, but it's really just sharing. What did you feel? How did this work for you? Where were this? I feel that. This was my stumbling block. I'm still having fun with that. And then you go out on stage. When we do go out on stage, of course, you're just carving it. But as much as possible, I like to dance. So I find there is a place for study, and there is a place for rigor where you're working something out mechanically. But if you don't dance in the studio, you won't dance on stage. So what are you doing? You're doing what you're doing. So I like rehearsal to be intense. Go in, do it at a performance level, if possible. Blast it or zen it or whatever it is. Be there and be with it very intensely. And also as a soloist, I generally have short rehearsals because of that. So I'm only going to dance very intensely for an hour. I warm up, then boom, give it all I've got, and so that I can work with it at that level. You'll see with most of the amazing companies that they are doing it. So as often as possible when in dance class, the more you can dance in dance class as opposed to study, the more you can just give yourself over to being as opposed to trying.
And that's hard because we have desires, and the desires are in front of us and they keep us going. So to find that embrace and the conversation between desire, which is pushing you forward, and acceptance, which is allowing you to grow experientially in the moment. They're seeming opposites, and yet the dialogue between them is where the art and the rigor is. So, and art is often about embracing opposites. It's often about enlarging our concepts, and I think that's why some people go mad, because they break. But I've already been mad when I was younger, been there, done that, and I now avoid it whenever possible. But I'm certainly not frightened of it. But I was lucky. I had people help me and get me through to the other side. So I can face certain things that very easily that I might not have been able to had I not had that experience as a child. I mean, much of your career has been centered on solo works. You haven't been limited to it, but the way most people will know you is as a solo choreographer and performer. Have you ever gone through phases where you're like, I don't have anything to say anymore as a solo artist? Or do you feel that you're constantly reinventing yourself through the solo form? I've got a very active mind, and it always wants to know everything yesterday. So dance has been a way of tempering that. I was tested at one point and supposedly have this really high intellect. And then for years, I just didn't talk about anything. I just did my dance. So people thought I was actually rather simple, which was fine with me. You make choices about what you want people to really care about and what you don't. And as long as I was staying it on stage, it didn't matter to me. But the dance does temper all that. The dance does allow me to sort of function and understand world in a better way. You could ask the question again. I think I've actually not really answered it. Well, so it's about being a soloist and reinventing yourself. Do you ever get stuck where you don't feel that you have anything? Yeah, I did. I got stuck one time, and my brother said, "Wait a minute, Margie. The wall in Berlin is going down. All the creativity's busy. The world needs it. You can't be, so just let it go. Don't try to grab any of it. There's only so much. It's like a recyclable entity." And that was really telling. And I also think the other thing about not wanting to, we want to censor ourselves before it happens because we want it to be a certain thing. We want it to be great, or we want it to be this, or we want it to be that. And we're trying to squeeze ourselves through these toothpaste tubes, or, make ourselves the best we can be. So that can get a little tedious, and also can limit your creativity because you're deciding what it should be before. You have to go in with intention and then allow it to breathe back into you so you become the vessel. That's where the real alchemical reaction takes place. Both are important, but again, it's a rigor and a dialogue between the two of them. If you go too far into knowing what you want and it absolutely has to be that way, then you run into writer's block because the muses are going to, disappear. You're not available to them. You're dictating. Art will be this, art will be that. No, art will not be this or that. Art will come into you. You create a place and an intention and a rigor, and then the art is the gift that moves through you. So it's a co-balance kind of thing. So that coupled, and knowing that coupled with the fact that my mind, I'm always working on about 10 things at once. Mm-hmm. And then last year I did 4 full-length works. Mm-hmm. I was just very prolific. I was exhausted by the end, but I was prolific. So I find it interesting listening to you talk about it because in your discourse, you don't really focus on dance per se, but you talk about art, mm-hmm. And the importance of art. And for Delight Between, the show that you're presenting at Place des Arts, it is a collaboration with a visual artist. Yes. And this is interesting. Could you tell us a bit more about how that encounter came about? Because you guys met a long time ago, and it was a long process for this work to come about. Yes. Well, I met Randall, quite some years ago. He's a Winnipeg artist, fine artist, and I love his paintings of people, these figures that see our arms. He'll add extra arms to the canvases. He'll add extra body parts, and you have a feeling like these people are half angel, half
people. And there's something about this reality and the other reality. Anybody who's watched anybody be born or die has a very strong sense of reality. I mean, that's about, you really understand that these are creative moments in and out of, these are transition creative moments, sort of at the high end of the spectrum. But what is the energy, the interconnectedness behind this reality that we're all engaged in? So that's that's super compelling to me. That's, yeah, I like that a lot. And Randall's images seem to create that and allow that. So we finally got together to create a piece together. And then Paula Styron, who is William Styron's daughter, a great writer, no longer with us, sadly. But Polly and I have been collaborators for a long time. And we had a duet I wanted to expand called Nothing Clings to You. And the costumes are by Ann Dixon out of Toronto, who's a wonderful costume designer, and then added the rest of the costumes. Then Holly Bright from Nanaimo and Mark Degg from here in Montreal came on also as dance collaborators. Although there's 3 people on stage, there's 4 collaborators. And the kind of relationship I have with Mark is just phenomenal. It's like being in love. You can't kind of analyze it. You just say thank you and run. We work together well. We're there for each other. We really physically fit. We fit well together. We work well together. And Holly is just a bright soul and a great creative mind and really willing to go out on a limb and do anything. She's just got a bravery that's astonishing. So this was the collaborative team. Then Pierre Lavoie, who's done my lighting for the last 35 years, every single work, and he really is a genius. And then he's created an incredible landscape and is very much a collaborator in this. Then there's Jean Gaudreau, who's done the music, which is like a landscape. So the music is touching your skin like fabric or sensuality or air or water. And beautiful, beautiful work he's done. His company, Larsen Lupin. And then Alex Langlois, who's our stage manager. And I've also had the great pleasure of working these many years with Catherine Bourgeois, who has a company called Joe, Jack, and John. And she has been my artistic assistant, and she has been an outside eye, and she has been a really important person in my creative work over the last 10 years. She's now leaving to fully face her company, which is just taking off like gangbusters. And she's a great, great young director and artist. So I'm very glad for her and very sad for me. But I have an exceptional creative team for this work. And again, it's based on the idea of transformation and of the light between, of that interface place where we shift. Piece starts off with curiosity, and which I think is the one essential ingredient to jump into unstuckness, if you will. Yeah. We're pretty much guichet fermé for the run. We've got a few tickets left for the matinee that we added, but I love talking art. I just love it. Can you maybe tell us briefly about how the titles of your works come about? Do you decide them before or during or at the end? Because this one sounds like it's very integrated with the concept of the piece. Yeah, originally it was called Disarmed. Disarmed. That area of vulnerability and entering into which, because it is vulnerable to enter into a curiosity or enter out of stuckness. But it became a little bit too sort of war-oriented. So we shifted away from that into, originally it was going to be in Spanish, The Light Between, but we decided on English and for the interface of that. And I don't think I'm actually very good at titling. I really don't. I think it's one of my loser areas. But anyway, the point about dance is that you know without knowing, as you get there without getting there, is that it's about the whole person, and it's about all of us being together in space in our completeness. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, Joanie Farran, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Do you wanna dance on it, dance on it, dance on it,
was an